Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc ça devient un peu une tradition parce que je pense que c'est la troisième ou quatrième année que l'on fait sous ce format-là avec les nouveaux chiffres clés d'installation. Donc moi je suis Véronique Taleb, je suis responsable de l'équipe territoire Finistère et Côte d'Armor. Donc je vais faire le lien entre les différents intervenants lors de ce webinaire, relayer vos questions aussi lors des temps d'échange que l'on aura entre les différentes parties. Donc, question organisation pratique. On vous propose de garder vos micros fermés, caméra désactivée mais je vois que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait pour alléger un petit peu le réseau et que ce soit plus fluide. Et puis de partager vos questions via le chat ou en vous identifiant avec vos noms, prénoms, communes ou collectivités que vous représentez. On vous rappelle aussi que le webinaire est enregistré. Donc vous avez normalement une petite info quand vous êtes arrivé, une petite alerte quand vous êtes connecté. Donc c'est enregistré. Ça permet de transmettre ce replay aux personnes qui sont intéressées aussi et qui n'ont pas pu se joindre à nous. Ça va se dérouler donc en plusieurs parties. Donc tout d'abord, je laisserai la main à Stéphane Cornet qui est élu à la Chambre d'agriculture en charge du dossier installation. Et puis ensuite, mes collègues Marie-Isabelle Lebars et Christophe Alani qui interviendront à la fois sur en première partie, un rappel des dispositifs publics d'accompagnement à l'installation. On présentera justement les chiffres clés 2024 ensuite. Et puis, on fera une partie également sur un zoom sur les clés de réussite des installations au travers de retours, notamment d'enquêtes auprès des installés. Et enfin, on rappellera en fin de webinaire les prochains rendez-vous qu'on vous propose sur la avant l'été et puis sur le mois de septembre. Stéphane, je te laisse la main pour introduire le sujet. Oui, ça marche. Bonjour à tous, Stéphane Cornec, du coup producteur de lait dans le Finistère à côté de Quimper, et élu référent sur le dossier installation-transmission pour la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc déjà, merci de vous être connecté à ce moment d'échange sur l'installation-transmission. L'installation-transmission, c'est une des priorités à la Chambre d'agriculture de Bretagne. C'est un des dossiers prioritaires. Et dans ce dossier-là, nous, en tant que Chambre d'agriculture, on a nos rôles d'accompagnement, mais vous, en tant que collectivité, vous avez aussi votre place sur ce dossier-là, une place souvent avec nous où on peut construire des choses ensemble. C'est pour ça qu'on vous propose aussi des moments d'échange et des moments pour faire le point un peu sur les chiffres, à faire des zooms sur les accompagnements, etc. Pour derrière avoir aussi une cohérence aussi à l'échelle régionale, parce que nous, on a bien une organisation qui est régionale, le conseil régional aussi, et il faut derrière qu'on arrive à avoir une certaine cohérence entre l'ensemble des territoires derrière. Donc, voilà. Après, le dossier installation, c'est un dossier où on utilise beaucoup d'acronymes, on utilise beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est quand même assez technique, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne comprendrez pas forcément dans les termes qu'on utilise un peu rapidement ou un peu machinalement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes à prendre là-dessus et n'hésitez pas à revenir vers nous même une fois le webinaire fini, si derrière il y a des sujets ou il y a des choses à voir là-dessus. Bon, je laisse la main à Véronique ou Christophe ou Marie-Isabelle, je ne sais pas. Oui, je vais prendre le relais. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Isabelle Lebars, chargée de mission régionale sur l'installation-transmission pour les chambres d'agriculture de Bretagne. Et comme l'a présenté Stéphane et Véronique, on commence par un petit rappel des dispositifs publics. Et comme l'a dit Stéphane, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Il y a eu des réajustements aussi avec la nouvelle programmation des dispositifs. Donc, l'idée, c'est de vous balayer un petit peu les différents dispositifs qui existent, avec l'idée peut-être de pouvoir les relayer, de pouvoir les compléter,
de pouvoir les faire vivre aussi sur votre territoire. Donc voilà, on va commencer par le premier acronyme, le PAI. Donc le point accueil installation. Donc c'est effectivement la porte d'entrée des démarches d'installation pour tous les porteurs de projets. Donc voilà, si vous pouvez nous aider à relayer aussi ce point accueil installation, on va vous présenter un peu comment il fonctionne, mais voilà, il y a tout un tas de dispositifs pour aider les porteurs de projets, quels qu'ils soient, quel que soit leur projet, quel que soit leur profil, quelles que soient leurs questions, pour pouvoir les aiguiller dans ce parcours. On entend, on parle de parcours de l'installation, c'est vraiment la porte d'entrée à la Chambre d'agriculture qui est menée avec différents partenaires. On répond à des personnes qui ont des projets clairs, mais aussi à des gens qui ont des idées de projets, on appelle ça les porteurs d'idées, des gens qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin de tester, on va leur proposer aussi avec des partenaires, avec France Travail également, différents dispositifs pour pouvoir découvrir l'agriculture. On a aussi une étape pour trouver une exploitation avec le répertoire des parts installation. Et puis, dans un second temps, s'ils ont fait le choix de s'installer, donc c'est le petit cheminement que vous voyez sur la droite, on leur propose un plan de formation qui est complémentaire à la formation qualifiante, à la formation initiale ou un BPREA. On leur propose des formations pour réussir et favoriser les conditions de réussite de leur installation, et on est vraiment sur quelque chose sur mesure. Ensuite, effectivement, il y a tout un tas de conseils. Et là, on arrive un peu vite à la démarche transmission. Il y a aussi un point accueil transmission. Et il va être réaffirmé pour ceux qui suivent la nouvelle loi d'orientation avec France Service Agriculture. Donc, c'est plutôt une satisfaction à voir comment ça se décline. C'est des choses qu'on va travailler dans les années qui viennent. Mais on a aussi un point accueil transmission de la même façon pour pouvoir aiguiller les cédants et favoriser le renouvellement des générations, le passage de relais entre les cédants et les repreneurs. Donc voilà, on a un certain nombre de dispositifs, le point accueil installation, le répertoire des parts installation, le plan de professionnalisation personnalisé qui est délégué par l'État, le stage 21 heures qui est un stage de 3 jours qui est disponible et qui est obligatoire pour tous les porteurs de projets. On a le schéma des structures avec une priorité installation qui a été revue aussi l'année dernière. On a la nouvelle DJA qui a été appelée par la région Agri-Install. Donc la dotation jeune agriculteur qui propose une aide aux nouveaux installés. On a aussi un dispositif de prêt d'honneur qui est géré par le réseau Initiative Bretagne avec la région Bretagne, BPI France notamment. Et puis on a, et ça vous le savez, des aides qui sont proposées par les EPCI ou des accompagnements pour compléter et faciliter l'intégration territoriale des jeunes sur leur territoire. Et puis il y a le dispositif Agri-Invest également, avec une majoration pour les jeunes, pour les aider dans les investissements et les orienter dans les investissements au moment de l'installation. Donc, ce n'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, c'est vraiment les outils qui existent au niveau régional, qui sont déclinés et qu'on anime dans le cadre de ce dispositif, ce parcours de l'installation, en fonction des besoins des porteurs de projets. Donc là, c'est une autre forme de présentation. Le dispositif, donc c'est le point accueil installation et c'est le plan de formation. Des petits messages. C'est un dispositif à la carte, ouvert à tous, qui s'adapte aux besoins de chacun, qu'on a adapté aussi aux nouveaux profils que sont les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, à l'installation hors cadre familial et qui s'intègrent dans une labellisation qui a démarré en 2018. Et qui aujourd'hui s'étend jusqu'à 2026. Et c'est du coup la nouvelle loi d'orientation avec France Service Agriculture qui est en cours de discussion, qui prendra le relais à partir de 2027. Alors la spécificité bretonne, c'est qu'on travaille avec des partenaires que sont les JA, le réseau des CIVAM, le réseau Impact, le réseau GABFRAB et les centres de formation. Donc on a choisi de mener ce point accueil installation et ce plan de formation avec l'ensemble des partenaires, avec un souci de répondre au mieux à l'ensemble des porteurs de projets. Une autre information importante, c'est qu'il faut au moins 1 an pour s'installer à partir du moment où on a une ferme. Donc ça, c'est des messages aussi à porter. L'idée, effectivement, c'est de prendre le temps de la réflexion, le temps du test pour consolider son projet, pour être autonome aussi. Donc, c'est un vrai investissement pour réussir son installation. Donc, c'est vrai que ce n'est pas pour freiner les porteurs de projets, c'est pour les aider à réussir leur projet, de prendre vraiment ce temps pour avoir des projets solides.
Et une nouveauté, alors oui, peut-être un autre élément, 94% de taux de satisfaction. Donc voilà, dans les enquêtes qu'on peut faire, on voit que les porteurs de projets sont satisfaits à la fois de la qualité des informations, mais aussi aux orientations qu'on peut leur proposer. Donc, une nouveauté, je vous disais, depuis la nouvelle programmation, c'est que ce dispositif reste une condition pour la DJA, mais on parle d'Agri-Install, donc c'est le nouveau dispositif proposé par la région. Et pour construire un projet solide, la région a labellisé des structures pour réaliser des études globales d'installation avec un regard extérieur. Et 3 structures sont labellisées, les chambres d'agriculture, le réseau des CIVAM et le réseau GAPFRAB. Donc, ce sont les 3 structures qui sont labellisées par la région pour avoir un regard extérieur, un regard neutre, séparé, je dirais, de le conseil de la vente, pour pouvoir avoir des projets solides et pour aider les jeunes dans leur installation. Donc, voilà, ça, c'est opérationnel depuis 1 an. Et toutes les informations sont disponibles si ça vous intéresse. Et on mène donc tous les 3 la réalisation de ces études qui sont présentées dans les comités installation, qui ont pris le relais sur les CDOA. Donc, pour faire un point sur peut-être les missions des chambres d'agriculture, c'est souvent des questions que vous nous posez. On a des missions de service public, des missions installation de service public et des missions transmission de service public qui sont écrites dans le code rural ou qui sont déléguées par l'État et la région dans le cadre de la labellisation. Donc, c'est vraiment des missions qui sont généralement gratuites, enfin, qui sont payées en fait par le programme AITA ou par le programme régional, en partie également sur fonds impôt chambre. Donc, c'est ce point accueil installation, c'est ce 3P, c'est également la préinstruction des aides à la DJA avec la volonté d'être facilitateur des démarches pour les jeunes et de les aider, de les conseiller dans le montage de leur dossier. Nous avons également des missions de service public sur la transmission. Donc, c'est le système de déclaration d'intention de cessation d'activité, c'est-à-dire qu'on va informer les cédants 4 ans avant l'âge légal de la retraite des possibilités d'accompagnement pour favoriser la transmission. Donc, ils vont pouvoir avoir un contact avec un conseiller de transmission gratuitement pour les aider dans les démarches et pour les inciter, entre guillemets, à installer. Certains pensent que leur ferme n'est pas reprenable. Certains se posent des questions. Donc, on va leur proposer un certain nombre de dispositifs et notamment le répertoire départ installation qui est également une mission de service public pour pouvoir présenter leur offre à des porteurs de projets et on organise la mise en relation entre les demandeurs, notamment du point accueil installation qui sont en recherche de repreneurs et les cédants, qui sont en recherche de ferme et les cédants qui sont en recherche de repreneurs ou parfois d'associés. On a également une mission observatoire avec une plaquette chiffre clé, alors qu'on vous envoie également, que vous avez dû recevoir. Et si vous ne l'avez pas reçue, on peut aussi vous l'envoyer. Là, elle est sortie il y a 1 mois à peu près. On la publie chaque année avec l'objectif de vous donner à l'ensemble des acteurs de l'installation-transmission et l'ensemble des OPA, donc c'est aussi les banques, les centres de gestion qui œuvrent sur l'installation-transmission, d'avoir des indicateurs de suivi et d'évaluation des dispositifs et d'avoir une vision globale de ces dispositifs et des chiffres clés. On a une autre mission qui est la coordination du réseau installation-transmission. La région Bretagne a choisi de travailler avec l'ensemble des partenaires pour améliorer la lisibilité, la cohérence sur les missions d'installation-transmission à destination des porteurs des projets et cédants, avec la volonté d'œuvrer collectivement et d'aller dans le même sens pour pouvoir faciliter les démarches d'installation-transmission et ce renouvellement des générations. Donc, c'est une 30aine de partenaires qui ont signé cette charte avec des valeurs communes. Donc, voilà pour la partie mission de service public. L'autre partie, c'est les prestations, qu'elles soient pour les porteurs de projets, pour les cédants ou pour les collectivités. Donc là, on va intervenir au choix des personnes et c'est le porteur de projet, c'est le cédant, c'est le territoire qui choisit avec qui il a envie de travailler. Donc, on a des formations, notamment chiffrer, analyser son projet, réaliser son étude de marché, poser les bonnes bases d'une bonne association qui sont nos formations phares. On a un pack installation
dans le cadre de la labellisation région, qui travaille sur l'étude globale d'installation avec un cahier des charges. On y reviendra tout à l'heure, et avec une approche globale et des expertises qui sont mobilisées au niveau de la Chambre d'agriculture sur l'ensemble des dimensions. Et puis, on a une offre transmission avec notamment Agri-Transmission, qui est une autre labellisation. Alors aujourd'hui, on a ciblé le focus, le webinaire sur l'installation. Il y en a un autre qui est prévu, on en reparlera tout à l'heure sur la transmission. Donc voilà, aujourd'hui, on ne va pas trop se cibler sur la transmission, c'est un autre webinaire, c'est un autre programme. Et puis l'offre pour les territoires. Donc là, il y a l'exemple d'un catalogue effectivement sous la marque Terrato qui est proposé, qui est animé par les chargés d'animation territoriale pour pouvoir booster des actions, décliner, démultiplier des actions au niveau des territoires. Et voilà, il y a tout un tas d'initiatives très intéressantes qu'on peut multiplier en fonction de vos besoins. Je ne sais pas s'il y a des questions, je continue. Sur la partie point accueil installation. On prendra les questions. Vous pouvez noter vos questions si vous en avez sur le chat. Et pour le moment, non, il n'y en a pas. D'accord, ouais, ça marche. Ouais. Donc voilà, au point accueil installation, on a eu 2024 contacts l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est relativement stable depuis la labellisation qui a commencé en 2018. On a plutôt une augmentation. On a eu un petit effet Covid en 2021 avec pratiquement 2500 contacts. On revient à peu près à 2000 contacts au point accueil installation. Donc, c'est des gens de tous les territoires, de toute la Bretagne qui nous contactent pour savoir par où commencer. Donc, je vous rappelle que le point accueil installation, c'est un numéro de téléphone, c'est un site internet, c'est une page Facebook aussi qui nous permet de relayer des animations de tous les réseaux, puisque ce point accueil installation, il est géré avec les JA, avec les CIVAM, avec les GAB, également avec les centres de formation. Donc, on va proposer des forums installation. On travaille aussi avec l'ANEFA et France Travail sur tout ce qui est découverte des métiers. On a des journées sur la base de la création d'activités, alors qui existent au niveau des chambres, mais qui existent aussi dans le réseau agriculture paysanne, CIVAM. On a aussi des aides à l'émergence de projets avec des webinaires ou des formations. On a des cafés installations. Enfin voilà, il y a toute une offre d'événements. Là, c'est loin d'être exhaustif, qui peuvent exister aussi sur votre territoire en particulier et qu'on peut relayer auprès des porteurs de projets en cours et qu'on peut relayer soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, soit aussi par une newsletter qu'on envoie tous les trimestres à tous les porteurs de projets en cours. Donc, ça fait à peu près 3500 à 4000 envois qu'on fait chaque année pour amener l'information et animer ces points accueil installation et répondre au mieux aux porteurs de projets. Donc, voilà un petit peu ce qui est proposé. Donc, parmi ces 2024, alors oui, Stéphane. Ouais, tu pourrais juste repréciser, on va dire, les parts de jeunes accompagnés par chaque réseau labellisé à la grande louche, mais pour repositionner un peu l'impact, enfin la proportion de chaque réseau dans l'accompagnement, en fait. Oui, on a à peu près, en tout cas au niveau des permanences et des contacts point accueil installation, on a à peu près 50% qui sont suivis, qui sont pris en compte par la Chambre d'agriculture. On a à peu près 40% par les JA et on a à peu près 10% par le réseau, le CIVAM et GAB. C'est 58 conseillers PAI qui sont labellisés, qui sont formés et qu'on réunit pour avoir des niveaux d'information égaux et compétents et de qualité pour pouvoir orienter les porteurs de projets. Et on a une base qu'on partage avec l'ensemble des réseaux pour pouvoir se relayer en toute transparence entre les réseaux et pour pouvoir faire un suivi global. Donc, un conseiller qui intervient au point accueil installation, il est sous casquette, sous bannière unique, point accueil installation, et il présente l'ensemble de l'offre de services et il a un engagement, une charte d'engagement, et il est labellisé par la DRAF. Donc, voilà pour répondre à ta question en toute transparence. Donc, sur ce public point accueil installation, on a 39% de femmes. Donc, vous voyez que ces différents indicateurs qu'on suit dans le temps sont relativement stables. Les âges sont très variés. Vous voyez, on a en moyenne 33 ans, mais vous avez la pyramide des âges sur le côté. Il y a vraiment
différents âges. Hein. Les gens ne viennent pas forcément au point accueil installation uniquement pour avoir la DJA, puisque vous voyez que 21% déjà ne sont pas éligibles à la DJA, mais vont être intéressés par la formation, par l'information, par aussi parfois des aides que vous pouvez proposer. 21% n'ont pas de diplôme agricole et 22% ont fait un BPREA. Donc, c'est plutôt des gens, souvent, en formation pour adultes, qui peuvent être des personnes en reconversion, pas issues du milieu agricole et qui sont intéressées par l'agriculture. Vous voyez qu'au niveau des installations prévues, on a 30% de projets en cadre familial, mais on a aussi une grosse proportion qui souhaitent s'installer hors cadre, avec un foncier trouvé ou non trouvé, ou en création, avec une création d'ateliers en particulier. Voilà. Donc, une grande diversité de porteurs de projets. Qui s'illustre aussi par le type de formation qui les intéresse. Donc là, vous avez les données 2024 sur la gauche, en valeur absolue et en valeur relative. Donc, on retrouve la production majoritaire en lait, avec 24%, mais vous voyez qu'on a aussi beaucoup de demandes en maraîchage, en culture, en autres cultures, c'est-à-dire des plantes aromatiques, du safran. Enfin, on a toute une diversité aussi de projets végétaux de plus en plus importants, en équin, autre élevage. Enfin, vous voyez que c'est très diversifié. Et c'est assez proche finalement des chiffres de l'année dernière. En termes d'orientation, en fonction des besoins, on va leur proposer différents dispositifs. Donc, il y en a 63%, soit pratiquement un peu plus de 1000 sur les 2000, qui sont orientés vers le 3P, c'est-à-dire qui ont fait le choix de s'installer en agriculture et qui démarrent un 3P. Mais on a aussi des personnes qui ne sont pas prêtes à s'installer et qui sont en recherche de foncier, qui sont plutôt en recherche de formation qualifiante et qui vont s'orienter souvent vers un BPA ou d'autres diplômes, ou qui sont en réflexion et qu'on va orienter plutôt vers des dispositifs de découverte, de réflexion, d'espace test pour pouvoir avancer dans leur projet. Donc voilà, globalement, en synthèse, sur ces 2024, vous voyez, une partie reviendra plus tard et est en réflexion et n'a pas encore fait le choix réel de s'installer. Une partie a fait le choix de s'installer et démarre un dispositif 3P pour se former. Donc 3P, plan de professionnalisation personnalisée, c'est un plan de formation qui est en général financé par des droits CPF et qui leur permet de travailler leur projet, d'approfondir leur projet. Une part s'installera avec les aides, qu'elles soient Agri-Install, DJA ou SIA pour les 40-50 ans et équestres. Une partie s'installera sans les aides, notamment lorsqu'ils n'ont pas la capacité professionnelle ou qu'ils ont plus de 40 ans. Les chiffres MSA nous donnent 652 immatriculations de moins de 40 ans. C'est des chiffres relativement stables. Donc, on a des taux d'installation aidée qui restent de 2/3, ce qui sont les chiffres assez habituels. Donc, je vous rappelle, et vous aurez le support, que si vous avez envie d'avoir plus d'informations, on est là en tant que centre de ressources et qu'on peut vous apporter des éléments et que la plaquette, elle est disponible en ligne et qu'elle est faite pour ça. N'hésitez pas. Une autre étape au niveau du dispositif qu'on voulait aussi vous présenter, c'est ce qu'on appelle le stage 21 heures. C'est les 3 jours de formation obligatoire qui sont proposés aux porteurs de projets, sachant qu'en général, ils font d'autres formations. Mais ça, c'est vraiment le socle qu'on travaille aussi avec nos partenaires. Donc, les partenaires prioritaires, c'est la DDTM qui intervient sur les aspects réglementaires, notamment PAC, mais aussi sur tout ce qui est bassin versant, globalement sur tout ce qui est réglementaire. Et on a un partenariat avec les CIVAM et les GAB également sur ce stage 21 heures qu'on anime ensemble. Certains sont faits aussi notamment sur Pontivy avec les CFPPA. Donc, l'objet de ce 21 heures, c'est 3 jours autour des dimensions appréhendées par le futur chef d'entreprise, avec en fil rouge l'autonomie et la résilience. Et derrière la résilience, on a l'approche marché, on a l'approche humaine, mais on a aussi tout ce qui est transition agroécologique, climat, carbone également. Alors, 3 jours, je ne vous cache pas que c'est assez court, c'est assez intense, mais on a une très bonne satisfaction des jeunes. Et puis, c'est un lieu aussi où on mélange toutes les agricultures. C'est d'ailleurs un des rares endroits, sans doute, où on a toutes les agricultures qui se côtoient pendant 3 jours. Et on s'appuie vraiment sur la méthode d'animation et d'échange
et même au niveau du repas, pour échanger entre eux et pour voir aussi la diversité des projets et des agriculteurs de demain. Donc, vous avez un petit peu le détail de ces modules-là, qui fait partie de la labellisation qui est validée par le CRIT, le Comité régional installation transmission. Donc, toutes les démarches de création, tout ce qui est réflexion personnelle, aspect réglementaire. On a un témoignage avec un témoin qui vient, qui varie en fonction des sessions et qui est amené par les différents réseaux pour montrer la diversité. Mais l'objet, c'est vraiment d'appréhender les dimensions de chef d'entreprise d'un nouvel installé et de répondre aux questions des jeunes. On a le facteur humain, les réflexions donc, sur la démarche agroécologique et agrobiologique, et en intégrant notamment tout ce qui est atténuation et adaptation climatique. Et on les fait réfléchir et on essaie de les booster sur ces questions-là pour qu'ils se projettent aussi demain et qu'ils sachent s'adapter sur ces questions-là. On a tout un module également sur l'anticipation et la gestion des risques. Et puis, on finit par des regards croisés entre eux et sur les avancées, les objets, les priorités de chacun des stagiaires. Donc voilà, en tout cas, sachez que ce travail est fait et que l'aspect territorial est abordé, d'intégration dans les territoires, d'échange, les réseaux locaux également, tout ce qui est CUMA, délégation de travaux est aussi abordé dans ces stages 21 heures. Donc 97% ont jugé utile, puisqu'on a des évaluations dans le cadre de ces formations, apprécier la qualité, l'utilité des interventions pour leur installation. Alors, je vais prendre mon souffle et je vais passer la main à Christophe. Peut-être juste une question, peut-être comment… Il y avait une demande de préciser le pourcentage de porteurs de projets qui souhaitent s'installer en bio au niveau de la région, sur l'ensemble des personnes. Alors, on doit… Ou est-ce qu'on l'a après, peut-être, la réponse alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de champs de ce type-là qui sont pas très sécures, parce que les gens ne savent pas forcément à ce stade s'ils vont s'installer en bio ou pas. Mais en tout cas, dans les champs déclarés, on a pratiquement 40%, entre 40 et 50% des jeunes qui souhaitent s'installer en bio. Après, pour certains, c'est une condition. Pour certains, ils vont commencer en conventionnel et ils vont aller vers le bio plus tard. Donc à ce stade, c'est pas forcément définitif et renseigné, mais on est plutôt effectivement à des taux assez importants, entre 40 et 50% en bio. Ouais, Stéphane ? Oui, juste si tu peux aussi préciser le nombre de jeunes accompagnés par la Chambre sur le nombre de jeunes installés et le nombre de jeunes accompagnés par les autres réseaux, parce que tu as dit qu'il y avait 3 réseaux labellisés sur l'accompagnement à l'installation. Oui. Alors là, effectivement, j'étais au stade PAI 3P du dispositif. On va y revenir, mais sur la partie, c'est aussi ce que va aborder Christophe tout à l'heure, d'études globales d'installation, c'est-à-dire au moment de la construction du projet, c'est-à-dire notamment le business plan et la construction de l'étude prévisionnelle sur tous les angles. On est plutôt à 90% de réalisation par la Chambre d'agriculture et plutôt 10% pour le réseau GAB et CIVAM. Sachant que le jeune choisit avec qui il fait son installation, et on est à peu près dans ces proportions-là, sachant que c'est assez récent, ça a 1 an à peu près. Ouais, Christophe ? Oui, donc Christophe Alanic, responsable entreprise installation dans le Finistère et autrement responsable transmission au niveau Bretagne. Alors du coup, je reprends le relais. Alors pour les jeunes, en fait, il y a la dotation jeunes agriculteurs, mais pas que. Il y a d'autres aides à l'installation. Alors notamment, vous avez toute la liste sous les yeux. Donc il y a l'aide SIA, encore un acronyme, soutien à l'installation en agriculture, qui est réservé en fait aux 40-50 ans. C'est vrai que la DJA s'arrête à 40 ans, mais il y a un dispositif qui va au-delà. On verra tout à l'heure les modalités. Et c'est aussi pour les projets équestres et la saliculture. Donc ça, c'est proposé aussi dans le cadre d'AgriInstall. Il y a également les aides et soutiens des collectivités. Il y a certains conseils départementaux qui financent directement les jeunes agriculteurs. Et aussi beaucoup de PCI quand même, qui donnent un complément aussi assez variable aux jeunes à l'installation. Il y a également le prêt d'honneur Brit, qui est animé par Initiative Bretagne.
donc voilà, qui donne voilà, un prêt de trésorerie, ce qu'on appelle un peu l'effet levier, cofinancement avec la banque. Enfin voilà, donc c'est quand même un apport qui est comme apprécié et qui marche bien. Et donc, il y a aussi les prêts d'honneur proposés par les plateformes locales. Donc, ça, c'est pour les investissements un peu moindres que pour le prêt Brit. Et donc, voilà, donc là, on est sur les plateformes locales, comme elles peuvent faire des prêts d'honneur dans d'autres types d'activités. Il y a également, alors tu l'avais évoqué, Marie-Isabelle, quand on investit, donc il y a des aides à l'investissement dans le cadre d'Agri-Invest. Donc, les JA, alors, ils ont un degré de priorisation, mais aussi voilà, une majoration qui est par exemple sur des investissements bâtiments qui peut aller jusqu'à 15%, donc sur les investissements productifs notamment, donc on est à 25%, et donc on rajoute 15 pour les JA, donc ce qui arrive à 40, donc voilà, c'est comme un bon coup de pouce. Et autrement, donc il y a aussi dans le cadre de la PAC, donc il y a ce qu'on appelle l'ACJA, donc qui est environ, lors de mémoire, de 4 400 € par an pendant 5 ans. Donc, il y a un complément de la PAC pour les jeunes installés. Donc voilà, effet aussi intéressant. Il y a pour ceux aussi qui sont salariés et qui s'installent. Donc, il y a les aides à la reprise ou à la création d'entreprise, ce qu'on appelle l'AR et l'ARS. Donc, là, on peut recevoir soit sur forme d'un capital ou soit sur forme d'une rente dans les premières années, notamment en création, enfin rente, on va dire une mensualité plutôt. Donc voilà, on peut bénéficier de ça. Donc voilà, ça peut être des montants qui peuvent être très intéressants aussi. Il peut y avoir aussi donc alors c'est des aides, on va dire indirectes, mais des aides de portage au foncier. Voilà, donc quand le financement peut être un peu lourd avec le foncier, il y a des aides de portage. Donc il peut y avoir des apporteurs de capitaux, donc d'achat différé de foncier aussi. Donc alors notamment voilà la SAFER, le portage SAFER, qu'on appelle ça. Donc ou avec la région, les banques aussi qui sont dans le voilà, on porte le foncier sur les premières années, et le jeune, quand il a fini un premier cycle d'investissement, est en mesure de racheter ce foncier. Donc quand il a fini de financer notamment le cheptel et le matériel, qui sont sur des durées plus courtes que les bâtiments, et il a une capacité à justement emprunter pour du foncier. Les garanties, notamment voilà, égalité femmes par France Active, pour faciliter l'accès au crédit bancaire. Bon, il est peu utilisé, donc je n'ai pas connaissance de ça. Donc, et autrement, il y a tous les aides et soutiens de partenaires économiques. Les groupements, les assurances, les banques, les centres comptables, voilà, peuvent apporter aussi une aide aux jeunes à l'installation, voilà, pour justement fidéliser aussi leurs futurs clients. Je rajoute peut-être quelque chose qu'on a évoqué peut-être rapidement, c'est que la dotation jeune agriculteur, c'est une aide, et on va le voir, de 22 000 €, mais ça donne aussi accès au statut JA, c'est-à-dire des avantages fiscaux et sociaux qui sont largement intéressants pour pas mal de jeunes. Donc là, en tout cas, ça fait partie aussi quelque part des avantages qu'apporte le statut JA. Et donc, toutes ces informations qui bougent et qu'on essaie de mettre à jour, on les met à disposition des jeunes au niveau des points accueil installation. On peut également rajouter un dégrèvement sur le foncier, sur le non bâti, voilà, foncier non bâti, donc un dégrèvement intéressant aussi, donc, alors qui est versé aux propriétaires, mais qui doit bénéficier aux jeunes. Donc, alors les modalités, donc des fois il y a des petites complications, des fois là, mais ça existe. Donc, alors la DJA, donc la dotation jeune agriculteur, donc voilà, on est passé sur un montant unique avec une nouvelle autorité de gestion qui est la région. Donc une aide unique de 22 000 €. Donc voilà, alors 11 000 €, alors ça c'est à titre principal. Quand on s'installe à titre secondaire, donc on touche la moitié, donc 11 000 €. Bon, pour compléter aussi, quand on s'installe sur les îles, parce qu'il y a des installations sur les îles, donc là on touche 30 000 €. Donc c'est versé en 2 fois, donc 80% à l'installation, et après 4 ans, et puis après un contrôle, voilà, on va toucher les 20%. Alors on n'en a pas eu encore, on n'a pas d'historique, comme le dispositif est nouveau. Et donc il y a des conditions là-dessus, il y a des conditions, donc il faut avoir entre 20 et 40 ans quand on dépose sa demande. Il y a une condition de diplôme aussi, donc il faut un diplôme agricole de niveau 4. Un parcours, le parcours le 3P que vous avez présenté tout à l'heure, Marie-Isabelle, il faut qu'il soit validé.
Il faut également qu'on s'engage dans un collectif. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport au dispositif précédent. On s'engage dans un collectif. Alors ça peut être un collectif AEP, alors c'est agriculture écologiquement performante, GI2E, groupement d'intérêts économiques et environnementaux, un groupe chambre d'agriculture, c'est aussi des groupes du GAB, du CIVAM, ou alors 4 jours de formation en lien avec le projet d'installation. Alors ça, c'est où un engagement d'un cumin. Alors ça, c'est une double pertinence, on va dire, parce que c'est aussi lutter contre l'isolement quand on vient d'autres territoires, aller dans un collectif, et puis aussi une logique de performance. Quand on va dans des formations, dans des groupes, on est confronté avec des personnes qui ont des meilleurs résultats que nous, donc peut-être qu'on voit un petit peu comment s'améliorer, comment améliorer son résultat, son organisation du travail. C'est toujours l'échange est toujours intéressant. Donc là, nous sommes des convaincus à la Chambre d'agriculture là-dessus. Et aussi réalisé dans le cadre d'un accompagnement par une structure labellisée. Donc Elisabeth en a aussi parlé. Il faut faire une étude globale d'installation sur 5 ans et un plan d'entreprise durable sur 4 ans qui montre que le projet est viable. Donc quand on a dit approche globale, on parle de l'économique, de l'humain, du réglementaire, de la sensibilité à l'agroécologie. Donc on parle vraiment de tout. Et donc les conditions, c'est avoir la condition réglementaire, c'est d'avoir un revenu disponible agricole. Alors pour ceux qui font un peu de gestion, on va dire que ça va être les EBE, l'EBE moins les annuités, qui soient supérieurs à un SMIC en année 4. Donc voilà, c'est vraiment la condition réglementaire. Année 1, 2, 3, on peut être en dessous du revenu disponible. Année 4, il faut vraiment qu'on y soit. Et aussi, si on a des revenus extérieurs, il faut que le revenu disponible agricole représente plus de 50% du revenu global du jeune en année 4 du plan d'entreprise durable. Donc voilà. Autrement, ce qui gravite autour, là, c'est les nouveautés. Donc l'engagement collectif et puis la labellisation des structures, dont on en a déjà parlé. Il y a le montant unique. Et aussi, il y a une mesure de simplification. Ce sont la suppression des contrôles à mi-parcours qu'il y avait avant. Et aussi la suppression des avenants. Avant, dans le cadre de la DJA de la précédente réglementation, il y avait des avenants quand le curseur des investissements, des moyens humains ou du cheptel bougeait, ou du foncier également, fallait faire des avenants. Donc ça a disparu. Et peut-être une dernière nouveauté, c'est l'autorité de gestion qui est la région. Alors là, on a commis une petite erreur, c'est qu'on aurait dû mettre aussi le logo de l'Europe, puisque autant on était à 80-20 en financement Europe-région, on est passé à 60-40, c'est-à-dire 60% de fonds européens FEADER et 40% de régions dans le financement de la DJA. Et autre condition également, il faut être agriculteur pendant ces 4 ans en fait. Voilà, autrement, en complément, il y a l'aide aussi, SIA, soutien à l'installation en agriculture. Il y a un montant qui a été revalorisé, qui est passé à 8 000 €, qui est conditionné. Alors la seule condition, en fait, c'est au niveau du montant, c'est d'avoir au moins 20 000 € de dépenses. Voilà. D'investissement. Ce qui est souvent comme atteignable. Là, c'est ouvert à ceux qui ont entre 40 et 50 ans à la date du dépôt de la demande, ou une installation en équin ou en saliculture. Et donc, il y a toutes les autres conditions aussi de la DJA. Il faut avoir un diplôme de niveau 4, il faut avoir réalisé son parcours 3P, et il ne faut pas forcément pas avoir bénéficié de la DJA auparavant. Et donc, identique aussi, il y a un accompagnement par les structures labellisées, Chambre d'agriculture, FRAP, CIVAM, sur un prévisionnel économique et un plan d'entreprise durable, tout comme la DJA, qui montre la viabilité du projet, comme la DJA également. Donc là, revenu disponible, c'est les mêmes conditions, le ratio, c'est les mêmes conditions également, voilà. Donc le paiement, il se fait sur la base des factures acquittées, évidemment. Quand on dit qu'on va investir 20 000 €, il faut le justifier par la suite, pour justement bénéficier des 8 000 €. La nouveauté, c'est vrai qu'avant, cette aide de SIA était à 6 000 €, donc elle a été revalorisée à 8 000 €. Donc la nouveauté, c'est toujours aussi l'autorité de gestion, donc c'est bien la région, et labellisation des structures. On a cette aide-là pour les personnes qui ont plus de 40 ans et moins de 50, et pour les projets équins également. Au niveau du cahier des charges, il y a un cahier des charges, évidemment, dans le cadre d'Agri-Install. Cahier des charges que vous pouvez voir d'ailleurs, il y a le site internet qui est disponible, où tout ce qu'on vous présente là est présenté aussi sur ce site. Il y a notamment l'engagement dans la transition agroécologique.
Donc, c'est aussi en lien, on va dire, avec le contrat de transition agroécologique qu'a mis en place la région dans le cadre d'Agri-Invest, où la région aujourd'hui demande à ce que les agriculteurs cochent des cases pour certains investissements. Donc, voilà, c'est un petit peu le complément avec l'installation ici. Donc, donc on doit préciser si on est engagé dans une démarche, on va dire, système, si on est en agriculture biologique, si on est en MAEC système, ou bien si on est en HVE niveau 3, label bleu aussi pour l'horticulture. Et autrement, donc si on n'est pas dans ce volet système, il y a une sensibilisation sur 3 volets. Le volet carbone-climat. Donc, on va justement décrire les investissements, les actions, soit qui ont été réalisés sur l'exploitation auparavant, ou soit qui vont être réalisés pour améliorer ce volet-là. Donc, ça peut être souvent sur les principaux, c'est justement l'achat de matériel de gestion de l'herbe, ça peut être des achats sur les économies d'énergie, donc notamment des mises en place de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, par exemple. Il y a le volet eau également. Là, ça peut être des récupérations, investir dans des récupérations d'eau de pluie, ou également investir dans des désherbages mécaniques. Le volet biodiversité, donc là on n'est plus sur des systèmes un petit peu mis en place par le passé de haies sur l'exploitation ou programmes à venir sur la biodiversité. Donc, après, il y a d'autres sujets encore, mais on va pas y passer une heure. Il y a également dans le plan d'entreprise durable, donc c'est une synthèse, on va dire, de l'étude globale d'installation. Il est présenté en comité d'installation avec une multitude d'acteurs autour de la table, où là, on va voir un petit peu l'engagement justement dans la démarche collective de groupe et dans la transition agroécologique. On va voir aussi la situation réglementaire, bien entendu, est-ce que l'exploitation est aux normes, ou si elle ne l'est pas, est-ce qu'elle va s'y mettre rapidement. Aussi, par rapport aux installations classées, avec notamment le regard sur les effectifs autorisés. Également, forcément, sur les zones bassin versant algues vertes, est-ce qu'on est présent, quelle est la situation, quelles sont les pratiques à avoir pour un futur installé, pour que son exploitation soit pérenne. Et puis, il y a aussi le contrôle des structures. Est-ce qu'il a bien demandé l'autorisation d'exploiter et est-ce qu'il a bien été autorisé? Donc, est-ce qu'il y a une concurrence? Donc, même si dans le schéma des structures, la priorité numéro 1, c'est l'installation, il peut arriver que des jeunes installés soient en concurrence. Donc, là, il y a un arbitrage à faire. Et donc, ce qu'on met aussi dans les études globales d'installation, et puis aussi qui est présenté en comité, c'est la sensibilité du projet au risque, avec l'analyse globale du projet, des points de vigilance et des conditions de réussite. Donc, quelle est aujourd'hui la situation de l'exploitation, quel est le projet du jeune et à quoi il doit faire attention pour qu'il réussisse son projet. Donc, alors ça peut être des vigilances sur le temps de travail, sur la technique, sur le niveau d'investissement, sur la capacité aussi, en cas de baisse de rendement ou d'un aléa climatique, la capacité justement à avoir une année un petit peu mauvaise, on va dire. Donc, on dit souvent en agriculture, sur 5 ans, on en a toujours une de mauvaise. Donc, c'est la capacité à résister à cette mauvaise année. Et puis, bien entendu, sur les structures labellisées, donc, on personnalise aussi. Quand on dit structure labellisée, ce sont des conseillers. Donc, nous, au niveau chambre, le conseiller, il met son nom, son prénom. C'est lui qui a accompagné le jeune et puis, qui a eu une démarche aussi de co-construction avec le jeune sur son projet. Donc, voilà. Donc, si au niveau de la procédure… Si je peux me permettre, au niveau du timing, peut-être, si on veut avoir un petit peu de temps pour parler des chiffres clés aussi. Il reste 3 quarts d'heure à la visio, donc on a… Voilà. D'accord. Alors, on va jeter un peu sur le fond, peut-être sur la procédure. Donc, effectivement, le jeune dépose son dossier. Donc, c'est un dépôt en ligne, donc c'est dématérialisé. Il y a une préinstruction de la chambre d'agriculture. Donc, et le jeune reçoit ensuite, une fois qu'il a déposé, son accusé de recevabilité. Et donc là, il peut s'installer dès le lendemain. Et ensuite, il passe en comité d'installation. Et là, donc, son projet, il a l'arrêté d'octroi des aides. Donc après, il a un délai de 12 mois pour s'installer. Et après, il y a une demande d'acompte. Justement, les 80% lui sont versés assez rapidement une fois qu'il a justifié de son installation. Donc, il a justifié de l'acquisition de l'exploitation,
toute l'acquisition ou bien la location donc, du foncier notamment, et puis ou l'achat de cheptel, donc qui sont un petit comme les nerfs de la guerre au niveau de l'agriculture. Et puis après, donc, il met en œuvre son plan d'entreprise durable, son projet. Et donc là, au bout de 4 ans, donc, il y a un contrôle, contrôle modalité dont on ne connaît pas encore le contenu, parce que forcément, ils ont pas, le dispositif est encore récent. Et donc, voilà, donc là, après, il touche les 20%. Et donc là, il a fini son parcours JA. Donc, on vous présente aussi cette procédure, entre guillemets, qui est gérée par la région et par nous en tant que préinstructeurs, pour vous dire aussi le travail qui est fait, la nature du dossier de demande, et quelque part, ce dossier, il peut aussi servir à des demandes de collectivité, puisqu'il est fait, et pour éviter parfois de complexifier l'administratif, qui est toujours d'ailleurs trop compliqué. On peut aussi s'appuyer sur cette préinstruction et cette instruction pour donner un avis sur une aide collectivité, ou en tout cas proposer un avis pour une aide collectivité, puisque le travail est fait. Donc, c'était aussi par ce souci d'échange et de transparence qu'on vous présentait cette partie qui est un peu administrative, mais qui fait partie aussi des demandes d'aide. Voilà, alors nos orientations, donc la Chambre d'agriculture. Donc, la Chambre d'agriculture, donc, elle accompagne bien entendu tous les porteurs de projets, dans toute la diversité des personnes, des profils, des filières. Enfin, voilà, donc vraiment, notre porte est largement ouverte, il n'y a pas de souci. Nous, ce qui nous intéresse le plus, voilà, c'est avoir des projets d'installation qui soient viables, vivables et durables. Voilà, qui gagnent bien leur vie avec des bonnes conditions, et puis que ça dure, quoi. Et donc voilà, nous vous installer épanoui, voilà la notion d'épanouissement dans le métier, quelle que soit l'agriculture qu'on a choisie, intégration professionnelle et territoriale, l'autonomie, le collectif, et puis les transitions. Voilà, on veut quand même des jeunes bien dans leur peau, qui gagnent bien leur vie. Et donc voilà, on a tout le parcours, on a l'offre PAC installation, voilà, qui permet d'avoir un cheminement avec un dépôt d'un projet solide à la région, donc qui est, j'insiste sur la co-construction. Voilà, on forme les jeunes aussi, notamment sur la formation chiffrage de projet, pour qu'ils comprennent un petit peu aussi avec le conseiller qui l'accompagne, qu'ils comprennent les chiffres, que ce soit eux qui prennent en main leur dossier avec un regard extérieur conseillé, pour que derrière, ils puissent dérouler leur projet avec vraiment des hypothèses réalisables. Eh bien, on peut passer. Alors, quelques petites questions pour compléter. Comment, autour vous avez évoqué, Christophe, tu as évoqué les critères d'éligibilité aux différentes aides. Donc, les questions, là, il y avait des questions autour de qu'est-ce qui se passe finalement si les critères ne sont pas respectés, et notamment par rapport aux revenus. Voilà. On n'a pas encore. Un remboursement, est-ce que voilà, comment ça se passe? Les modalités de contrôle, on les a pas encore toutes. Après, ça peut être éventuellement ça. Après, mais après, il y a aussi, il y avait une obligation avant d'une comptabilité de gestion, obligation qui a disparu. Donc, on ne sait pas encore les modalités si le revenu n'est pas atteint. Si le revenu n'est pas atteint, on sera quand même dans des situations plus difficiles, on va dire. Donc, c'est que voilà. Donc, je peux pas répondre à la place de l'organisme instructeur. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on travaille sur un PAC installation avec un jeune et qu'on n'arrive pas à avoir un équilibre du projet, eh bien, on travaille avec lui, soit pour travailler sur son marché, soit pour travailler sur son système, soit pour travailler aussi sur la taille de son projet, sur tout ce qui est technique. Enfin, on travaille avec lui pour réduire les charges et augmenter le produit. Donc, et c'est aussi l'objet de la formation chiffrer, analyser son projet, c'est de faire des scénarios pour que ça passe. Et notre travail, c'est d'essayer avec lui d'équilibrer le projet. On propose aussi parfois des tables rondes avec les banquiers et les centres de gestion. Éventuellement, on peut associer aussi la filière pour essayer de trouver des solutions. Ça peut être aussi de remettre en cause des investissements parfois un peu irraisonnés.
Ça peut être, enfin voilà, il y a tout un tas de marges de manœuvre et c'est tout l'intérêt du travail sur l'étude prévisionnelle d'installation et la formation pour essayer d'avoir au moins un SMIC à 4 ans, ce qui est quand même pas énorme. Donc, c'est vrai que du coup, il n'y a pas beaucoup de projets pas éligibles parce qu'on travaille, à partir du moment où on dépose, c'est qu'on a travaillé et parfois ça prend des mois et des mois pour trouver les bonnes solutions. Donc, le travail, c'est plutôt un amont pour essayer de trouver des solutions d'équilibre. Et effectivement, si on n'a pas ces solutions d'équilibre, hein, clairement, nous, on ne fait pas d'études de complaisance, eh bien, il est inéligible. Et si jamais il n'arrive pas à répondre à ses engagements, c'est ce que disait Christophe, on n'a pas encore les éléments. Mais ce qui se passait par le passé, c'est qu'en général, eh bien, on n'appliquait pas la double peine, c'est-à-dire à la fois de ne pas avoir un SMIC et d'être obligé de rembourser. Donc, il pouvait y avoir, quand c'était notamment des effets conjoncture, eh bien, on n'appliquait pas de déchéance. Mais à ce stade, on n'est pas en capacité de répondre à ça. Ça fait partie des discussions. D'accord, merci. Sous quel délai l'aide de jeunes agriculteurs peut être demandée? Est-ce qu'elle est demandée tout de suite au départ? Est-ce qu'elle peut être demandée dans les 4 ans de l'installation? L'aide, c'est 80% donc, au moment de l'installation. Donc, on a justifié son installation. Donc, on a un délai de 12 mois pour justifier après l'arrêté d'octroi des aides. Donc là, une fois qu'on a justifié, donc on demande le paiement du premier acompte de 80%. Ensuite, se passent les 4 ans du PED. Et au bout des 4 ans, donc, il y aura des modalités de contrôle qu'on ne connaît pas encore. Une fois qu'on a fait ce contrôle, le contrôle est valide, on touche les 20%. Et peut-être un petit élément aussi de complément, c'est que pour des personnes comme l'arboriculture ou les projets de création où on sait qu'on aura une difficulté à avoir un revenu à 4 ans, eh bien, il y a la possibilité de se préinstaller. Donc, soit en cotisant solidaire, en gardant son métier, ce qui permet de monter en puissance, et on demandera du coup la DJA dans un second temps. C'est pas parce on peut se préinstaller dans certaines situations et faire une demande de DJA plus tard, à partir du moment où on monte en puissance. Donc, il y a ces possibilités qu'on travaille avec le jeune et avec la région, notamment sur des productions, par exemple comme l'arboriculture, où on sait bien qu'au bout de 4 ans, ou quand on développe un marché, qu'on n'aura pas forcément son revenu tout de suite et qu'on aura quelque part une période de transition. Donc ça, c'est aussi des possibilités. Et alors, il y avait une demande de Zoom sur le statut de cotisant solidaire. Alors, on ne va pas avoir forcément le temps là, mais n'hésitez pas pour le coup. On pourra revenir vers vous pour peut-être repréciser les choses. Et juste peut-être pour terminer, vous l'avez peut-être déjà évoqué, le fait qu'il y a plus, personne dit qu'il n'y a plus la possibilité de faire un avenant dans le cadre des 4 ans de la DJA. Donc, ça veut dire que les jeunes n'ont plus d'options s'ils n'arrivent pas à tenir leur plan d'entreprise durable. Alors, en fait, c'est l'inverse. Ils ont toutes les options, en fait, pour justement, s'ils n'arrivent pas à tenir leur plan, si ils gagnent du foncier, ils reprennent du foncier, ou s'ils ont peur d'ailleurs, hein, peu importe, hein, voilà, ils peuvent continuer leur projet. Hein. Alors maintenant, l'avenant permettait de faire une étude économique sur l'évolution du projet, hein, si on augmentait le cheptel, si on augmentait le foncier, si on s'associait avec quelqu'un. Néanmoins, nous accompagnons toujours voilà, les jeunes s'ils ont un changement de projet. Alors, c'est dans le cadre d'un conseil individuel hein, qui n'est pas lié à un aspect réglementaire, mais sur le fond, enfin, voilà, il faut que le projet demeure durable tout de même. Donc, voilà, il y a plus d'obligations administratives, on va dire, entre guillemets. Mais qui rendent plus ouvert finalement. C'est plus ouvert, en fait. Donc, ils ont fait toutes les options. Ils ne sont pas obligés de rester dans leur périmètre restreint. C'est vraiment, ils ont plus de compte à rendre en fait sur ce qu'ils font après. Hein. S'il y a une bonne conjoncture et s'ils veulent investir dans un nouveau bâtiment, dans un nouveau matériel, ils sont libres de le faire. Quelque part, ils n'ont plus de compte à rendre là-dessus en fait. Quoi. Donc ça, c'était vraiment une démarche de simplification. Enfin, ça s'intègre complètement dans les démarches de simplification qui étaient portées par la profession. De dire finalement les gens qui s'installent c'est des chefs d'entreprise et comme tout chef d'entreprise évidemment qu'en fonction du contexte et on a bien vu que le contexte sur 4 ans c'était quand même compliqué de le prévoir avec ce qu'on a eu l'Ukraine, le Covid, etc. Donc évidemment qu'il faut adapter ses réponses en tant que chef d'entreprise et peut-être revoir des investissements, revoir ses modalités de production. Donc, voilà, c'est reconnaître finalement la dimension de chef d'entreprise des agriculteurs. Et par contre, le choix de la région, mais qui était aussi porté par la profession, c'est plutôt de muscler l'amont grâce à cette labellisation et ce regard extérieur, c'est-à-dire partir avec une réflexion solide, avec des scénarios et la capacité de rebondir. Et par contre, derrière, comme dit Christophe, c'est un peu carte blanche sur l'adaptation derrière.
et la possibilité de faire évoluer son projet. Donc, plutôt bien travailler l'amont. Et le seul engagement, finalement, c'est d'être agriculteur à 4 ans et on espère plutôt bien dans ses bottes. Donc, c'est vrai qu'il y a un changement de logique. Alors, il est 11h28. C'est ça. Il va falloir qu'on passe à la partie 2. D'accord. On avait dit qu'on libérait tout le monde à midi, donc ça va peut-être être compliqué, mais voilà. Donc vous êtes tous les deux passionnés par votre sujet, là, Christophe et Marie-Isabelle. Je vous demande de continuer à être passionnés, évidemment, mais il faut qu'on avance. On va essayer d'accélérer. Donc sur les chiffres clés, c'est des choses habituelles et qui sont dans la plaquette également, que je vous ai un petit peu présenté tout à l'heure. Donc on a parlé d'installation, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi le renouvellement des générations, et on est toujours sur 2000 départs à peu près chaque année. Un petit tiers en départ précoce, mais la plupart en départ à la retraite. Donc 2000 départs et plutôt 1000 entrées, enfin un petit 1000 entrées, 911 l'année dernière. Donc effectivement, on est sur une installation pour 2 départs, si on compte la totalité des installations. Et puis là, vous retrouvez les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Donc, clairement, on n'est pas satisfait, la profession n'est pas satisfaite de ce taux de renouvellement, ce qui occasionne beaucoup de projets et de dispositifs. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de chacun dans son cœur de métier et dans ses compétences, de pouvoir améliorer, sachant que voilà, on rêverait d'avoir une installation pour un départ. Et c'est aussi les engagements qu'on a pris dans la charte multipartenaire. Et c'est aussi l'engagement qui est porté au niveau national par la loi d'orientation agricole. Cela dit, c'est pas si simple. Donc voilà un petit peu le renouvellement qui est différent en fonction des productions. Là, on a 4 productions assez emblématiques de la Bretagne, le bovin-lait, le porc, la volaille, le maraîchage. Voilà, on a des taux différents de remplacement, puisque sur le lait, on est plutôt à 1/4, sur le porc, plutôt à 1/3. Donc vous voyez que les chiffres sont différents. Et les enjeux sont différents. Et les taux de pérennité sont différents également. Donc voilà, on adapte aussi nos programmes et on a des programmes en faveur de l'élevage, notamment sur notre région. Mais ça n'empêche qu'on accompagne toutes les filières. Au niveau national, on a les chiffres, même si aujourd'hui, avec la DGA qui est devenue régionale, finalement, on mélange un peu des choux et des carottes parfois, parce que les conditions sont parfois pas tout à fait les mêmes, mais on continue à avoir quand même une relativement bonne dynamique, même si depuis 2 ans, c'est un petit peu plus faible. Donc voilà, on s'interroge et on travaille pour essayer de... Normalement, on a une bonne année en 2025, on est sur les chapeaux de roue, on pense qu'on sera peut-être plutôt au-dessus de 480, peut-être 500 installations. Voilà. Donc sur les productions, donc là on est bien sur l'installation aidée puisque c'est les chiffres qu'on a dans le cadre de nos missions de service public. La production prioritaire, enfin majoritaire sur la Bretagne, c'est le lait avec 40% en production principale. Ensuite, effectivement, tout ce qui est projets végétaux, à savoir maraîchage, flore, horticulture, verger. Voilà, on est autour de 20% et c'est plutôt en augmentation. Donc, globalement, on a plutôt une augmentation des productions végétales par rapport aux productions animales, qui se traduit aussi sur le vert foncé, là, qui sont les grandes cultures et les légumes plein champ, qui sont aussi un petit peu en augmentation. Vous avez le détail en dessous par année. Sinon, les chiffres sont relativement stables entre années. Et vous avez l'information par département, puisqu'il y a évidemment des spécificités départementales entre l'Ille-et-Vilaine plus laitier et le Finistère avec, et les Côtes d'Armor avec davantage notamment de légumes plein champ. Et le Morbihan avec plutôt beaucoup de projets végétaux, notamment en maraîchage, verger, horticulture par exemple. Alors ces chiffres-là, ils vous intéressent sans doute à l'échelle de votre territoire, de votre PCI. Voilà, nous en tout cas, on a le détail et on le met à disposition des chargés d'animation territoriaux. On l'a intégré en partie aussi dans les profils de territoire, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est vraiment des données, que ce soit le profil ou que ce soit la production qu'on peut avoir à l'échelle des territoires. Donc globalement, voilà, on a une baisse du lait, c'est la courbe en haut. On a augmentation des projets plutôt végétaux, c'est la courbe verte. Pour les autres, voilà, on est plutôt relativement stable avec des effets conjoncture et des effets annuels, mais plutôt sur des échantillons de 30 à 40, mais qui se lissent quand même plus ou moins dans le temps. Sur le profil des personnes, la courbe bleue, c'est hors cadre familial. Donc, vous voyez que globalement, toutes ces courbes sont plutôt à l'augmentation, sauf hélas la courbe rose, qui est le pourcentage de femmes
qui reste, voilà, qui a un petit peu augmenté. On arrive à 30%, mais voilà, c'est quand même relativement faible, 29% l'année dernière. On a eu une petite baisse de ces critères-là en 2024, vous voyez, globalement. Mais on avait une montée. Alors, est-ce que c'est post-Covid? Peut-être. Il y avait aussi un effet marché, puisque là, on a aussi des projets en agriculture biologique qui avaient bien augmenté et qui ont un petit peu diminué, là, avec 32% l'année dernière. Pareil, effectivement, sur les projets non issus du milieu agricole, hors cadre et circuits courts, mais vous voyez que la tendance, elle est quand même à l'augmentation, à la fois de l'évolution des profils, de l'ouverture et des stratégies de commercialisation ou de système. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur chacune de ces questions, c'est vrai que la diversité, elle est plutôt croissante sur les projets, entre guillemets, hors grande filière. On a à peu près un quart avec des projets vergers, pépinières, plantes aromatiques, ovins, caprins, équins, canins, apiculture. On a de l'osier, de la spiruline, du safran, de la bière. Enfin, voilà, on ne peut pas tous les citer, mais c'est vrai que l'agriculture, c'est aussi beaucoup d'autres projets qui sont de plus en plus nombreux. L'agriculture biologique, donc c'est la courbe que vous avez sur le côté. C'est vrai qu'on avait eu une belle augmentation autour de 40%. Voilà, on a une petite diminution, mais en lien plutôt avec le marché. La demande, c'était la question tout à l'heure au niveau du point accueil installation, elle est toujours là. Donc là, soit les personnes partent en conventionnel parce que, par exemple, ils n'ont pas de contrat et ils se convertiront peut-être dans un second temps, soit ils mettent en stand-by leur projet. Donc on a aussi les deux possibilités. Sachant que ces projets, vous avez la production en dessous en agriculture biologique. Vous voyez qu'ils sont tirés essentiellement par les projets maraîchage et végétaux avec vente directe, dont la plupart sont en conversion, c'est-à-dire que c'est de la création de projets avec la conversion au moment de l'installation. Et puis l'autre stratégie, c'est plutôt sur le lait, sur le bovin lait, où on a eu aussi, même si c'est plutôt en baisse, des projets en agriculture biologique. Mais là, c'est un petit peu le contraire. On est plutôt sur du remplacement d'associés, de la reprise de fermes qui étaient déjà en agriculture biologique, sachant qu'aujourd'hui, clairement, les filières ne donnent plus beaucoup de nouveaux contrats en agriculture biologique. On est plutôt sur du remplacement d'associés. Donc, on n'est pas sur les mêmes processus. Là, vous avez le chiffre par département et le profil des porteurs de projets en agriculture biologique. Ils sont un peu plus âgés, 33 ans au lieu de 30, un peu plus féminins, 49% au lieu de 29, un peu plus hors cadre, un peu plus non issus du milieu agricole, un peu plus en création, on est plutôt à 18% pour l'ensemble, un peu plus alliés à la vente directe, on est plutôt à 30% pour la totalité, et sur des SAU inférieurs, notamment en lien avec la production maraîchage, évidemment, qui fait évoluer plutôt sur des petites surfaces. On a fait un petit peu le même exercice sur les projets en circuit court. Donc, voilà, vous voyez qu'on est à 30% quand on regarde la production principale. Voilà, c'est globalement un petit peu en augmentation, mais ce que je vous disais, hein, en 2023, c'était quand même plus important que l'année dernière. 128 projets, essentiellement, hein, vous voyez, en projet maraîchage, horticulture, fleurs, plantes aromatiques et autres productions végétales. Un petit peu autre herbivore, donc c'est ovins caprins avec notamment de la transformation laitière où on a souvent aussi, ou éventuellement viande, où on a de la vente directe. Voilà, et vous avez le profil des porteurs de projets. Donc, comme tout à l'heure, un trait lié à l'agriculture biologique sur des surfaces un peu inférieures. Enfin, voilà, du coup, je vais assez vite compte tenu du délai. On a fait aussi ce zoom sur l'installation des femmes. Hein, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on a aussi un groupe égalité-parité qui travaille sur comment lever les freins et comment permettre aussi aux femmes d'être plus visibles, plus lisibles et puis de pouvoir être mieux accompagnées pour favoriser cette installation. Pour autant, on était depuis longtemps autour de plutôt un quart. On avait réussi, même si c'est sans doute pas suffisant, à atteindre les 30%, 29% l'année dernière. Et puis, vous avez les productions où on les retrouve. Donc, ici aussi, on va être sur le lait, le maraîchage, les cultures, essentiellement, bovin lait, maraîchage et autres cultures, sachant que petit à petit, on se rend compte que les caractéristiques hommes-femmes s'estompent peu à peu et qu'on a de plus en plus de femmes, finalement, qui portent elles-mêmes leurs propres projets, éventuellement aussi en porc, en volaille, dans d'autres productions. Les caractéristiques entre hommes-femmes se rapprochent peu à peu.
Cela dit, il y a encore des freins. On a fait plusieurs études sur le sujet et je vous dis, il y a des programmes en place pour essayer de favoriser. Et d'ailleurs, on propose un webinaire aussi sur l'installation des femmes en juin. Donc là, j'ai un certain nombre de cartographies qui seront disponibles si vous le souhaitez. Hein. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, on parle des chiffres régionaux, mais on les a aussi à l'échelle des EPCI. Et on sait bien que c'est ce qui vous intéresse également pour pouvoir vous situer. Donc voilà, là, on a le nombre d'installations aidées par EPCI. On l'a lissé sur les 4 dernières années, puisqu'il y a des effets années, hein, bien évidemment. On l'a aussi rapporté au nombre de chefs d'entreprise au titre du RA 2020. Donc, c'est-à-dire, ça correspond finalement à un taux d'installation rapporté à la dynamique agricole et au nombre de chefs d'entreprise. Donc là, effectivement, ça montre aussi d'autres dynamiques. On a regardé aussi, on a positionné les projets 2024 en fonction des productions. Donc là, on va retrouver, par exemple, les projets légumes du Nord Finistère et du Léon. Enfin voilà, en tout cas, on a positionné les différents projets en fonction des territoires. On a le même exercice sur les projets en vente directe, avec des bassins où effectivement on a beaucoup de projets avec vente directe et d'autres beaucoup moins. Et on a fait le même exercice sur l'agriculture biologique. Donc là, on va passer vite, mais en tout cas, ces informations sont disponibles. Donc voilà, je ne sais pas si on a rattrapé. Est-ce qu'il y a des questions? Ah ouais, tu as rattrapé un certain retard, effectivement, efficacement. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. On peut en prendre à l'oral si on avait. Donc, comme l'a dit Marie-Isabelle, hein, tous ces éléments-là, effectivement, vous pouvez les retrouver sur notre site. Et puis, tout à l'heure, on viendra aussi vers le lien vers les contacts des chargés d'animation territoriale plus en proximité. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers eux aussi pour avoir plus d'éléments. Eh bien, il n'y a pas de questions a priori. Donc, on va faire la partie 3 alors. Il y a une question qui arrive, je crois, du coup. Là. Il y a une question Les installations aidées sont celles ayant bénéficié de la DJA et de la SIA sur vos cartes. Alors, sur les cartes, c'est uniquement la DJA, mais vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 431 installations DJA et il y avait 33 installations SIA. Mais effectivement, on va sans doute rajouter à terme, en espérant que ça augmente aussi les SIA, mais on pourrait analyser aussi. Alors, on n'a pas forcément, comme on n'est pas un pré-instructeur des SIA, on n'a pas forcément une vision sur tous les dossiers, mais en tout cas, ça pourrait être fait. Mais pour répondre à votre question, non, là, on a uniquement les moins de 40 ans. C'est vrai que les SIA, c'est un nombre assez restreint quand même. Hein, après, donc, du coup, voilà, zoom sur quelques clés de réussite à l'installation. Donc, voilà un petit peu le nuage de mots, on va dire. Déjà, c'est anticiper. Hein, anticiper son projet, anticiper parce qu'il y a un timing, hein, donc, notamment déjà pour réaliser son étude économique, hein, pour qu'elle soit équilibrée. Anticiper dans les démarches aussi de formation du 3P. Anticiper aussi sur le foncier, hein, donc les demandes d'autorisation d'exploiter, c'est un cycle long, hein, donc et tant mieux aussi parce que comme ça on est sûr d'avoir son foncier, on sait s'il y a la concurrence ou pas. Hein. Voilà, puis anticiper aussi sur comment s'installer en société, sur le montage juridique, hein, parce que c'est un exercice en soi, hein, donc il faut bien s'approprier ce montage-là pour bien le comprendre et rentrer dans une société avec en connaissant les tenants et aboutissants. Il y a peut-être aussi, Christophe, l'étude de marché, oui. puisque notamment vous concernant sur les EPCI, il y a vraiment un travail important à faire sur les études de marché. Voilà, on voit trop de problèmes encore sur cette question-là. Donc, voilà, prendre le temps aussi de faire cette étude localement, de faire de la veille sur laquelle, du coup, ouais. on peut réfléchir à cette étude de marché. Voilà, c'est quoi mes options, c'est quoi mes hypothèses, c'est quoi mes prévisions. Pour les circuits courts, mais pour les filières longues aussi, hein, réfléchir à son système, comment améliorer si on reprend une exploitation, ou si on a une exploitation très performante qu'on va reprendre, est-ce qu'on est en capacité de reproduire les mêmes chiffres de l'exploitation précédente. Donc voilà. S'entourer, bien entendu, hein, donc de tous les partenaires à l'installation, hein, donc notamment échanger notamment avec les banquiers pour avoir l'accès au financement.
Être accompagné, bien entendu, hein, donc c'est un petit peu le sens de la région de mettre des structures labellisées, hein, d'avoir un regard extérieur sur le dossier, un regard extérieur et neutre. Donc c'est un accompagnement, hein, donc qui n'a pas de lien derrière après. Hein, donc voilà, être accompagné par une structure neutre, c'est très important d'avoir ce regard extérieur. Se tester aussi, hein, tester différentes hypothèses. Voilà, donc quelle est la meilleure hypothèse que je vais avoir dans mon projet. Se former évidemment, donc se former sur notamment, on a des formations sur travailler en couple, des formations sur les bonnes bases d'une relation entre associés, se former sur la technique, et puis prendre le temps, voilà, ne pas être pressé, prendre le temps, alors notamment sur la négociation. Donc on a un prix de reprise, est-ce qu'il est bon, et est-ce que voilà, est-ce que ça vaut le coup d'aller négocier avec le cédant pour voir si on ne peut pas essayer de faire baisser cette prix de reprise parce qu'on a peut-être un niveau assez important. Donc, cette capacité aussi voilà, de négociation, donc c'est voilà, dans toute négociation, c'est la posture de chef d'entreprise, hein, donc dans toute forme d'agriculture. Donc, se former pour réussir. Donc, alors, il y a 5 formations, donc voilà, 5 postes, on va dire, sur lesquels on va zoomer un petit peu pour bien se préparer. Maîtriser ses chiffres clés, donc avec la formation chiffrer, analyser son projet. Hein, donc voilà, comprendre les chiffres clés de l'installation, comprendre tous les chiffres et pouvoir bâtir son projet en connaissance de cause. Quoi, hein, donc voilà, on maîtrise son sujet sur l'analyse économique et technique. Et ben on est en mesure, on est en capacité d'avoir un travail excellent avec le conseiller qui va accompagner. On va comprendre les choses, on va pas subir son projet en fait. Ensuite, en point 2, donc raisonner son temps de travail. Hein, donc, on a un outil chambre, c'est la calculette temps de travail, hein, voilà, c'est un outil où on va très vite atterrir sur un temps de travail par semaine, qui est l'indicateur. Voilà, donc là, on est sur des indicateurs quand même où on se dit qu'au-delà quand même de 60 heures de travail par semaine, eh ben, ça commence à faire quand même pas mal. Hein, donc, quelles sont les solutions à avoir pour justement essayer d'amortir ce temps-là. Savoir travailler à plusieurs aussi, hein, quand on s'installe en société. Donc, il y a poser les bases d'une bonne association. Il y a aussi, donc, quand on commercialise en circuit court, donc, il y a une formation, hein, pour réaliser son étude de marché. Donc, c'est-à-dire là aussi, on va être acteur. Hein, on ne va pas aller prendre un organisme extérieur pour faire le boulot à sa place. Hein, donc, non, on va faire une formation justement pour comprendre une étude de marché. Et puis après, la gestion administrative aussi, hein, donc, où on a élaboré un guide administratif. Hein, on sait souvent que ce n'est pas ce qui passionne le plus les jeunes installés, mais ça fait partie des compétences à avoir. Donc, la gestion administrative, hein, donc voilà, avoir un calendrier et un guide, hein, de ce qu'il ne faut pas oublier dans l'année sur l'administratif. Nous avons également des accompagnements post-installation, hein, donc voilà, on a repéré du coup sur donc des installés donc 2019-2020, donc sur un échantillon d'environ 200 installés, et ben que 96% sont toujours là au bout de 5 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le taux de pérennité. Alors faut se comparer des fois à d'autres secteurs aussi, hein, donc les artisans commerçants, ce taux de maintien à 5 ans est de 50%. Donc quand même, hein, on voit quand même que l'accompagnement qu'on fait en pré-installation, on va dire, hein, du coup, ils se retrouvent un petit peu dans ce chiffre-là. Au niveau des revenus, hein, donc, ben, voilà, c'est la règle du tiers. Hein, donc, il y en a un tiers qui sont au bout de 5 ans inférieurs à un SMIC en termes de revenus, un tiers qui sont entre 1 et 3 SMIC, et un tiers qui sont supérieurs à 3 SMIC. Voilà. Donc, alors 90% sont très satisfaits de leur installation, et de l'autre pendant, voilà, il y a 10% qui sont en alerte, hein, auprès de la cellule réagir, hein, donc alerte pour une situation économique, pour une situation humaine ou pour une situation sanitaire. Hein, donc il y a plusieurs causes, hein, de difficultés, bien entendu. Et donc dans les 90% qui sont satisfaits, très satisfaits, donc on leur a demandé aussi quels sont pour vous, hein, les axes d'amélioration sur votre exploitation. Donc voilà, 65%, donc c'est l'organisation du travail. Il y a ensuite donc la maîtrise technique, hein, donc voilà, les jeunes ont encore un gap technique à atteindre selon eux pour être à l'optimum. Relations entre associés aussi quand on est dans un GAEC ou une ERL à plusieurs, hein, donc voilà, donc ça fait partie aussi des éléments de performance d'une exploitation. Une bonne relation entre associés se répercute forcément sur les résultats et sur l'équilibre de l'exploitation.
La gestion financière, les résultats économiques, pardon, donc à 45% aussi, comment les améliorer. Donc voilà, ça peut être, quand on est moyen, comment arriver vers le quart supérieur, on va dire, comment être meilleur, tout simplement. Donc ça, c'est aussi la gestion d'un chef d'entreprise qui recherche la rentabilité voilà, sur ses investissements notamment, et ça rejoint aussi la gestion financière. Donc la relation avec la banque, donc on a des emprunts, la gestion de la trésorerie aussi, donc qui peut être un point amélioré. Donc c'était pas forcément aussi évident que ça sur certaines productions où on a des grosses rentrées à un moment donné de l'année, on a beaucoup d'argent là, mais du coup, faut le garder pour après aussi, faut pas tout dépenser. Et aussi la commercialisation, donc voilà, 16%, donc c'est principalement forcément le circuit court, comment améliorer son circuit de commercialisation ou la segmentation de la commercialisation. Et pour finir, eh bien, effectivement, on vous a présenté un peu ce que faisait la Chambre d'agriculture, alors voilà, soit en prestation, soit en accompagnement, soit en coordination. En tout cas, vous voyez qu'on s'adapte, qu'on dynamise et voilà, qu'on est exigeant par rapport à nos accompagnements sur l'installation. On a des bons taux de satisfaction et c'est quelque chose qu'on suit aussi bien avec nos valeurs qui sont l'autonomie des chefs d'entreprise, la compétence et l'épanoui, qui est renouvelée aussi, comme l'a dit Stéphane, avec la nouvelle mandature qui arrive, et puis qui s'inscrit aussi dans notre démarche qualité. Donc voilà, on voulait aussi vous dire que parfois l'image de l'agriculture ou l'image de ce qui est fait peut être un peu décalée des réalités. Donc on a aussi un travail de sensibilisation, de communication pour casser des idées reçues sur l'agriculture. On travaille ces choses-là aussi dans le cadre de projets de recherche, des projets, voilà, des projets avec d'autres partenaires, avec des écoles aussi d'ingénieurs, voilà, pour travailler aussi eh bien, sur l'amélioration de l'attractivité, puisque effectivement, 1 sur 2, même s'il y a 2000 personnes qui appellent, eh bien, on voit bien qu'on a besoin de nouvelles personnes, avec des gens qui peuvent avoir des idées reçues sur l'installation. Donc voilà, on travaille aussi sous cet angle, casser les idées reçues. Donc le remplacement des agriculteurs qui cessent leur activité, ça ne concerne que les agriculteurs. Eh bien non, effectivement, c'est l'affaire de tous. Alors ça les concerne prioritairement, mais effectivement, il y a cet enjeu de transmission et de transition et de territoire, mais également de filière économique. Donc c'est des choses aussi qu'on travaille avec l'ensemble des partenaires et au niveau national. Pas besoin de diplôme pour travailler dans l'agriculture. Alors vrai et faux. On peut s'installer sans diplôme et sans aide, mais on le voit et on l'a vu encore pour ceux qui ont participé aux cellules Réagir là, du Trobrace qu'on vient de faire avec l'ensemble des acteurs. Eh bien, une des conditions de réussite, c'est quand même le conseil et la réflexion. Et compte tenu des enjeux de demain en termes de filière, en termes d'adaptation, de transition, on voit bien que c'est une condition de réussite et que l'agriculture, c'est un métier. Il y a différentes possibilités d'y arriver, mais en tout cas, voilà, on peut, mais c'est franchement pas conseillé. Et c'est important aussi voilà, d'être qualifié pour s'installer en agriculture. Et c'est vraiment pour rendre service aux jeunes et aux moins jeunes. Si je m'installe, je n'ai plus de temps libre. Donc, c'est ce qu'a évoqué Christophe. Il y a des possibilités. Que ce soit technique, que ce soit d'adaptation de poste de travail, que ce soit de délégation. Donc, on a parlé de la calculette de temps de travail, mais derrière, c'est tout un tas de conseils, de propositions, de témoignages. C'est des thématiques qui rentrent aussi dans les groupes de développement pour que les personnes, elles trouvent aussi les solutions et nous, on est simplement animateurs de ces démarches. Donc, c'est vrai qu'on a aussi du travail et c'est vrai que l'arrivée des personnes hors cadre familial ou qui ont travaillé dans d'autres entreprises ou la nouvelle génération nous aide finalement à améliorer cette question de la gestion du temps et de l'équilibre revenu-temps de travail. Autre idée reçue, il est impossible de s'installer sans aide du milieu agricole. Eh bien non, vous l'avez vu, il y a des dispositifs et je dirais même que la plupart des dispositifs publics qui sont là pour aider les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, éventuellement aussi à trouver du foncier. Donc voilà, il y a des outils, on a aussi des formations base des créations d'activités. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on l'ouvre parfois pour comprendre aussi les spécificités du milieu agricole, notre jargon, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'un schéma des structures, qu'est-ce que c'est qu'un statut agricole. Donc voilà, on a tout un tas de dispositifs justement pour ouvrir l'agriculture. L'agriculture est réservée aux hommes? Bien sûr que non. 30% et c'est pas suffisant. Et on a effectivement des dispositifs, mais on voit qu'on a quand même
un changement finalement avec des femmes qui portent leurs projets, des femmes aussi qui sont dirigeantes d'exploitation et on travaille aussi sur des témoignages pour leur donner de la visibilité. S'installer, c'est le parcours du combattant. Alors, vrai et faux, c'est toujours trop compliqué parce que effectivement, hein, vous l'a dit, la DJA, c'est aussi une aide européenne avec un certain nombre d'exigences. Il y a une certaine complexité, mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que effectivement, le schéma des structures, c'est compliqué, mais c'est quand même pour prioriser l'installation, c'est pour maintenir des prix et on a la chance d'avoir un outil SAFER qui est plutôt envié par d'autres pays où on peut avoir une flambée des coûts du foncier. Donc effectivement, le revers de la médaille d'avoir des dispositifs pour favoriser et d'avoir aussi des aides, eh bien c'est effectivement une certaine difficulté en tout cas à lire et à comprendre l'ensemble du parcours. Mais c'est plutôt un parcours riche et on espère plutôt le maintenir et l'améliorer. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'axe de simplification, au contraire, on y travaille avec la nouvelle loi d'orientation agricole, mais en tout cas, vous le voyez, et c'est aussi le sens de notre présentation, ces outils, ils sont personnalisés et ils répondent à des besoins spécifiques et on essaye de les améliorer au quotidien avec nos partenaires. Donc voilà un petit peu pour conclure et pour laisser du temps aux questions et aux débats. Et peut-être à Stéphane. Pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut réagir en direct en levant la main peut-être Notre message, hein, c'est vraiment présenter ce qui est fait. Alors, on pourrait y passer plus de temps, vous avez bien compris, mais pour voir aussi comment on travaille en complémentarité avec vous et persuader effectivement que l'intégration dans les territoires, on a parlé des collectifs, on peut aussi avoir des formations spécifiques sur les territoires, le lien avec les transitions, l'intégration aussi dans le tissu économique. Enfin, c'est autant de choses et la transmission, évidemment, qui sont des questions locales sur lesquelles il y a que des compétences des collectivités. Alors, il n'y a pas de questions. Il y a Guy Le Floch qui nous dit qu'il est très satisfait du webinaire. Donc déjà, on est... Merci. Merci. Peut-être à ce moment-là, pour terminer, avant de laisser le mot de la fin à Stéphane, quelques slides pour rappeler que vous pouvez retrouver ces informations, évidemment en nous contactant directement, mais aussi au travers de notre newsletter collectivité qui est trimestrielle. Et je pense que une bonne partie d'entre vous la reçoivent, mais si ce n'est pas le cas, vous retrouverez le lien dans ce diaporama pour vous y inscrire. Et un site web de la Chambre d'agriculture à destination spécifiquement des collectivités où vous retrouvez cette actualité-là, des chiffres clés de l'installation, mais aussi beaucoup d'informations sur l'ensemble des actions que l'on mène sur le territoire en lien avec vous dans l'idée d'un partage d'expérience et de voir aussi ce qui se fait sur d'autres territoires. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site et à vous inscrire à la newsletter, de revenir aussi vers les chargés d'animation territoriale dans les antennes. Donc on a une organisation en 20 territoires, 25 antennes sur toute la Bretagne, avec évidemment les élus référents. Donc Marie-Isabelle a évoqué la nouvelle mandature, donc les élections Chambre d'agriculture qui ont lieu en janvier, et donc une nouvelle mandature qui se met en place avec de la même façon que précédemment des élus référents aussi dans chaque territoire qui sont vos interlocuteurs privilégiés avec les chargés d'animation territoriale. Donc le lien aussi sur notre site et sur ce diaporama pour retrouver votre contact en proximité. Et puis pour finir, quelques rendez-vous à venir. Alors rapidement, le 15 mai, ça va arriver vite, autour d'un webinaire éco, avec trimestriellement, en fait, on vous propose aussi un webinaire éco-emploi. Donc là, au niveau thématique, on est en lien avec face aux tensions politiques et aux épisodies et à la déflation, que retenir pour préparer les 2025. Donc avec le nouveau document ABC, analyse et perspectives qui vient de sortir, l'évocation, comment prendre en compte les enjeux à venir et anticiper. Donc vous avez aussi le lien là pour vous y inscrire.
a été évoqué aussi. On a souhaité cette année séparer installation et transmission pour zoomer plus particulièrement sur la transmission dans un prochain webinaire qui sera le 10 juin. Donc, vous retrouvez aussi ici l'inscription et un temps un peu plus loin, mais qui va arriver assez vite aussi en septembre. Donc, la 7e édition de notre journée des territoires au space, qui sera donc le 18 septembre et qui est là autour de la collaboration, comment travailler, favoriser une collaboration efficace entre nous, les différents acteurs du territoire pour assurer la pérennité des élevages et des filières dans les territoires. Donc, de la même façon, toujours un format de 10h à 15h30 avec un partage d'expérience, des forums d'expérience, une séquence plénière autour du sujet principal et des temps d'échange aussi avec nos élus et bien sûr la possibilité d'aller sur le site, sur le space dans le cadre de cette journée également. Voilà pour les prochains rendez-vous. Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Oui, pas de souci. Je sais pas, c'est bon. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir passé un peu de temps avec nous à essayer pour les informations qu'on a pu vous envoyer sur tout ce qui est installation transmission. On est vraiment sur des choses qui sont très techniques, sur des éléments qui sont parfois assez complexes aussi à comprendre, où il y a beaucoup de petites nuances qui font beaucoup de différences quand même derrière, en fonction des types de porteurs de projet ou des types de parcours à installation. Mais on a une équipe qui est quand même très compétente et très dynamique à la Chambre d'agriculture sur ce sujet-là, et aussi très à l'écoute des porteurs de projets, parce que l'objectif, c'est bien d'avoir un accompagnement qui correspond aux attentes des porteurs de projets et aux attentes derrière des personnes qui cherchent à transmettre leur exploitation aussi, parce qu'il faut qu'on arrive aussi à avoir une adéquation entre l'offre et la demande là-dessus, ce qui n'est pas forcément non plus évident tout le temps. Et l'objectif derrière, c'est bien d'avoir des jeunes et moins jeunes qui maîtrisent leur projet et qui maîtrisent leur parcours à l'installation, parce que le but du jeu à l'installation, c'est pas non plus de prendre les jeunes par la main, de passer toutes les étapes avec eux et puis les lâcher derrière. Il y a un apprentissage quand même. Ils vont être derrière dans un environnement professionnel où il y aura beaucoup d'administratifs et beaucoup de complexité derrière. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est de trouver un compromis où le jeune reste maître des étapes les unes après les autres, tout en étant appuyé, et conseillé et guidé dans son projet. Et derrière, je tenais à préciser aussi que votre rôle en tant que collectivité, parfois on a des collectivités qui veulent un petit peu réinventer l'eau chaude aussi sur l'installation-transmission, à vouloir faire des PAI ou des RDI, on va dire, locaux, communautaires, etc. Là-dessus, nous, le message, il est clair, c'est que derrière, dès que vous avez contact avec un porteur de projet à l'installation ou à la transmission, le but du jeu, c'est de le ramener vers les outils collectifs qui sont portés par la profession aujourd'hui, tant pour l'installation vers le point accueil installation que pour la transmission vers le RDI, ou le PAT, parce que derrière, ça permet derrière de massifier les choses et aussi derrière d'avoir des réponses aussi où les jeunes auront directement les réponses ou seront vraiment réorientés directement vers les personnes qui auront les réponses. Et ça permet de gagner en efficacité aussi, parce que derrière, il y a vraiment un enjeu collectif, parce que cet enjeu collectif-là derrière a un impact qui risque d'être très lourd quand même, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur l'économie de nos territoires. Et derrière, c'est vraiment collectivement qu'on doit y répondre, et ce n'est pas en divisant un peu les efforts dans tous les coins de Bretagne, c'est vraiment en massifiant les choses. Et on est pleinement à votre écoute là-dessus. Si vous avez des idées ou des choses que vous souhaitez mettre en place, on veut être acteur prioritaire quand même et rester acteur prioritaire sur l'installation-transmission. Donc, n'hésitez pas à retourner vers vos contacts qui sont les CAT pour en échanger, et on reviendra vers vous après derrière pour vous donner nos avis ou faire des retours d'expérience qui ont pu fonctionner ou moins fonctionner aussi sur d'autres territoires. Merci. Il y avait juste une dernière remarque, effectivement des porteurs de projets pouvaient revenir souvent par rapport à l'accès au foncier vers les collectivités. Je ne sais pas s'il y a…
réaction, Stéphane ou... Bah, le but du jeu sur le foncier, c'est que souvent les jeunes sont un peu perdus là-dessus. Il manque un peu d'informations, il manque un peu de conseils. Donc, c'est pareil, si les jeunes ils appellent au PAI, bah, ils auront toutes les informations par rapport à la recherche de foncier, par où passer, où trouver les informations, où trouver les accès, comment candidater. Ils auront toutes ces informations-là par le biais du PAI. Donc, c'est bien pour ça qu'on voit que les jeunes sont souvent paumés un peu au début et l'intérêt de les ramener vers le point accueil installation qui est vraiment derrière la gare de triage où ben, on distribue de la formation ou alors on les réoriente vers le parcours à l'installation s'ils sont prêts à s'installer ou vers des formations émergence si derrière les projets ne sont pas tout à fait mûrs ou tout à fait définis encore. Sachant que là-dessus, ouais. Dans l'accès foncier aussi, pour te compléter, Stéphane, c'est aussi, voilà, il y a l'outil RDI aussi, répertoire de par installation, hein, où justement, s'ils veulent rechercher une exploitation avec du foncier, ben, il y a des offres ils peuvent candidater, parce que le RDI, c'est pas un outil que pour les cédants, c'est aussi un outil pour les candidats à l'installation. Et donc, s'ils s'inscrivent aussi, ils peuvent être on peut se mettre en veille aussi pour ceux qui recherchent aussi également. Eh ben, c'est une bonne accroche pour le 10 juin. Ouais, voilà, c'est ça complètement. Voilà. C'est une transition vers le 10 juin et effectivement, nous, il n'y a pas d'exclusivité hein, au niveau du RDI. On leur dit plutôt de multiplier les démarches. Donc, effectivement, parfois, on leur dit aussi de se faire connaître auprès de vous parce que vous pouvez aussi avoir, parfois, c'est le choix de certaines collectivités, une vision et une connaissance du foncier. Et ce que vous pouvez faire aussi, et ce qui a été fait, hein, c'est que quand il y a effectivement comme ça une connaissance des fermes à reprendre, c'est aussi de s'orienter vers le conseiller RDI du secteur ou si vous avez aussi des parcelles, c'est aussi de les présenter et de faire des offres au niveau du RDI. Les EPCI peuvent très bien aussi présenter des offres au RDI. Donc, effectivement, le réflexe, c'est le PAI et le RDI, et c'est le conseiller de secteur qui a la vision offre-demande et qui peut être à vos côtés aussi là-dessus, mais on est complètement complémentaires. Et pour les petites questions, je vois Nadège, là, je regarde et en passant par les CAT pour vous apporter les informations. En tout cas, merci à tous et bonne journée, bon appétit. Et donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires, si vous voulez bien. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.